Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 4 février, dimanche dit de la sexagésime. 3 séquences dans cette émission. Tout d'abord, une rencontre avec le docteur Geneviève Bourgeois, porte-parole de la Marche pour la vie, à l'occasion des projets de loi sur le suicide assisté. Ensuite, nous aurons une rencontre avec monsieur l'abbé Bertrand Labouche, qui vient de publier aux éditions Géorama une petite brochure tout à fait intéressante, Le linceul de Turin, enquête sur une énigme. Et enfin, nous recevrons Joseph Touvenel, directeur de la rédaction d'une nouvelle publication qui s'appelle Capital Social et qui est également vice-président du Centre européen des travailleurs qui regroupe 70 organisations syndicales en Europe dans 30 pays. Voilà. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes médecin gériatre et également porte-parole de la Marche pour la vie qui a eu lieu le 21 janvier dernier. Alors commençons par le début. En quoi consiste votre métier? Alors, je suis médecin gériatre à l'hôpital. C'est-à-dire que je prends en charge des personnes âgées dans un petit hôpital local qui a toute la filière gériatrique. Et donc, dans les soins des personnes âgées, il y a aussi beaucoup de soins de fin de vie, évidemment. Et donc, on prend en charge les situations complexes. On essaye d'avoir toute la filière pour pouvoir avoir une prise en charge la plus fluide possible depuis le domicile, en passant par la médecine, en essayant d'éviter les urgences, en rééducation et puis en EHPAD où l'on séjourne. Et évidemment, on fait du soin palliatif puisqu'on a des fins de vie et on essaye de les prendre toujours en charge sur place pour pas qu'ils soient déplacés, en particulier à l'EHPAD, où on essaye de les prendre en charge dans leur lieu de vie et là où ils ont une équipe qui les connaît bien. Alors, la fin de vie est sur le devant de l'actualité avec les projets de loi permettant de légaliser ce que l'on appelle le suicide assisté. 88% des soignants et vous-même êtes opposés à cette législation sur le suicide assisté. Pour quelles raisons ? Alors, vous avez raison d'extrapoler ces chiffres qui viennent du sondage de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, même s'ils ne répondaient pas directement à la question sur la loi. Mais en tout cas, 88% des soignants ont dit que jamais ils ne pourraient considérer l'euthanasie ou le suicide assisté comme un soin. Et effectivement, c'est complètement contraire à notre vocation. Uniquement 2% des soignants interrogés seraient prêts à le faire. Et en fait, notre vocation, c'est le soin. Et le soin, c'est la prise en charge pour le confort, pour une meilleure qualité de vie. Et donc certainement pas la mort. Et en fait, ça va de pair avec notre serment d'Hippocrate pour les médecins et l'ensemble de la vocation de tout soignant, qui a déjà tout qui est compris dedans, hein, le fameux primum non nocere, premièrement ne pas nuire, la partie sur tu ne délivreras pas de poison mortel, et également tu ne prolongeras pas inutilement les agonies. Donc, on voit bien que la loi de Leonetti de 2005 avait bien repris le serment d'Hippocrate en disant on ne veut pas de l'acharnement thérapeutique, hein, on ne prolonge pas inutilement les agonies, on ne veut pas d'euthanasie, tu ne délivreras pas de poison mortel, mais les soins palliatifs sont la troisième voie qu'il faut développer. Et donc, nous, soignants du terrain, nous voulons absolument le développement des soins palliatifs et non pas aller encore une fois transgresser l'interdit de la mort et qui biaiserait en fait toute notre prise en charge. D'autant plus que cette loi nous propose l'euthanasie ou le suicide assisté pour des personnes qui seraient en situation incurable, mais finalement incurable, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Peut-être incurable, mais peut-être pas demain, vu les progrès de la science tous les jours. Et qui est-ce qui va pouvoir le dire?
Il nous dit quand c'est un pronostic engagé à court ou moyen terme, mais finalement, qui va décider, qui est capable de dire un pronostic chiffré. En tout cas, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai vu un pronostic chiffré en temps être donné à un patient, premièrement, à chaque fois, la personne qui a dit ce pronostic s'est trompée. Et deuxièmement, ça empêche la personne d'être accompagnée parce qu'elle n'a qu'une chose en tête, c'est cette date butoir qui en fait l'empêche de lâcher prise et d'être correctement accompagnée par les soignants. Et puis on nous parle d'une souffrance qui serait réfractaire. Finalement, le malade il aura du mal à dire là j'ai encore mal ou il ne pourra pas, la relation de confiance serait brisée parce que si on dit on soigne jusqu'à un certain moment, puis après, quand on ne sait plus soigner, on donne la mort. En fait, où est cette limite de ne plus savoir? Et finalement, on pourrait très vite tomber dans l'abandonnisme. Et ça, les soignants s'y refusent absolument, effectivement. Alors, le projet de loi prévoit d'une certaine manière de promouvoir en même temps le suicide assisté et les soins palliatifs. En quoi est-ce incompatible ? Eh bien, comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre un curseur en disant on soigne tant qu'on peut soigner et puis tout d'un coup, quand on voit qu'on est dans l'échec, on tue la personne. Il ne faut pas se tromper de cible, il faut éliminer la souffrance et non pas éliminer le souffrant. Il faut faire de notre mieux et à côté de ça, pouvoir accompagner. Il faut savoir ce que c'est que vraiment que les soins palliatifs. C'est une prise en charge certes complexe, mais à la fois vraiment magnifique. Il faut savoir se remettre en question tous les jours et si la personne n'est pas soulagée ou peut émettre à un moment par détresse une demande d'euthanasie, il faut toujours savoir se remettre en question, savoir remettre en question nos pratiques et dire si vous êtes dans cette détresse-là, si vous êtes dans cette souffrance-là, c'est qu'on n'a pas encore soulagé tous les symptômes, on n'a pas suffisamment accompagné et donc on va remettre en équipe, parce que c'est important d'avoir le regard de chaque personne de l'équipe. Chaque patient s'adresse différemment à chaque catégorie professionnelle, à chaque personne avec son caractère propre. Et donc, il faut se mettre tous autour de la table et se dire, avec le patient, qu'est-ce qu'on n'a pas encore soigné, qu'est-ce qu'on n'a pas encore soulagé, échanger. On a en France et dans le monde une panoplie de traitements pour la douleur qui est absolument formidable et qu'on peut utiliser sous des formes très différentes. Donc, on a de quoi faire. Maintenant, il faut aller chercher ce qui va convenir à chaque patient et à chaque type de souffrance pour pouvoir le faire. Mais si on nous dit, si vous n'y arrivez pas, vous tuez la personne, déjà la personne, elle ne peut pas être dans une relation de confiance quand elle arrive avec ces préceptes-là. Et nous, on ne peut pas être dans la remise en question, si sans arrêt, on se dit peut-être que là, il faudrait mieux que je tue la personne. Et ça ne peut pas être du soin fait correctement et ce n'est pas une démarche éthique fondamentale qui est correcte. Donc, alors, quelles leçons peut-on tirer des expériences menées à l'étranger dans ce domaine? Alors, tout à fait, à l'étranger, il y a plusieurs pays qui ont mis en place effectivement le suicide assisté ou l'euthanasie. Et effectivement, on voit que dans ces pays-là, c'est tout à fait incompatible avec des soins palliatifs. Par exemple, en Suisse, il y a des suicides assistés où il y a besoin d'un témoin, par exemple, familial. Et on a des récits terribles des témoins qui disent « mais c'est absolument affreux, on est là, on ne peut rien faire. En même temps, on voit la personne mourir devant nous sans forcément être soulagé d'ailleurs. C'est absolument terrible, les récits qu'on peut avoir. En Belgique, il y a une commission qui a été créée qui est censée surveiller la mise en place et les décisions d'euthanasie. Et en fait, aucune euthanasie depuis le début de sa mise en place n'a été remise en question. C'est bien qu'il n'y a absolument pas de contrôle en réalité dans les faits. Aux États-Unis, il y a un État dans lequel, il me semble que c'est l'État de Victoria, dans lequel les suicides spontanés ont été multipliés depuis la demande de suicide, l'autorisation du suicide assisté. Donc ça veut dire qu'on envoie aussi un message à la population qu'on n'est plus là pour les aider et que la mort peut être une solution, ce qui n'est absolument pas compatible avec les soins. Et dernier exemple, en Angleterre,
où il y a eu un glissement puisqu'il y avait des arrêts des soins qui étaient possibles dans des pathologies incurables, arrêt des soins et de la nutrition. Et en réalité, il y a un médecin qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a dit, en fait, les pathologies pour lesquelles c'est fait sont finalement de moins en moins graves et pas forcément incurables, comme dans des cas de pneumopathie, par exemple, qui évidemment est très choquant. Donc voilà, il y a toujours un effet négatif sur les soins palliatifs, un message complètement délétère envoyé à la population et un glissement qui est fait malgré tous les garde-fous qu'on nous dit mettre en place. Alors, nous vous remercions de ce témoignage. Peut-être en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation ? Alors, la chose évidente et sur laquelle tout le monde est d'accord et tous les rapports sont d'accord, c'est qu'il n'y a pas assez de services de soins palliatifs. On peut dire qu'il y a des soins palliatifs quand on est à Paris, mais finalement, 25% seulement du territoire est couvert. Donc, il faut renforcer les soins palliatifs, engager les médecins à faire du soin palliatif plus tôt pour que ce soit pas seulement à la fin des traitements curatifs et faire vraiment la promotion des associations qui peuvent aider aussi quand les soins palliatifs manquent de moyens. Merci. C'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. Voilà, merci beaucoup pour ce témoignage et puis bon courage pour votre activité au service des plus faibles d'entre nous et en particulier de nos anciens. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup de nous avoir laissé cette voie possible. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour, monsieur l'abbé. Vous venez de publier aux éditions Géorama une belle brochure de 70 pages, Le linceul de Turin, enquête sur une énigme qui m'a vraiment passionné. Alors que sait-on de ce linceul aujourd'hui scientifiquement? D'où provient-il et comment sait-on d'où il vient? Il faut d'abord savoir que le linceul de Turin est la pièce archéologique la plus étudiée au monde, et de loin. De nombreuses disciplines scientifiques et autres se sont penchées sur lui, la biologie, la médecine, l'histoire, la physique, la chimie, la palynologie, l'optique, l'informatique, et j'en passe. Eh bien, leurs analyses convergent toutes vers une même conclusion. Il est très raisonnable d'affirmer qu'il s'agit du linge mortuaire qui a enveloppé le corps du Christ dans son tombeau il y a 2000 ans. Alors, comment sait-on qu'il vient de cette région de Jérusalem? Il y a un grand nombre d'arguments. Bon, nous pouvons en prendre quelques-uns. La présence dans ce tissu de nombreux pollens qui proviennent de la région de Jérusalem. Une référence iconographique constante au visage imprimé sur le linceul, identifié à Édesse au VIe siècle. Eh bien, il venait de Jérusalem. Également, un plus exactement, un tissage caractéristique du 1er siècle de notre ère, tel qu'il était réalisé en Égypte, en Syrie et exporté en Palestine. Également, on a trouvé de la poussière d'aragonite au niveau des pieds de la silhouette de cet homme imprimé sur le linceul. Eh bien, cette aragonite ne se trouve que sur l'emplacement rocheux du Saint-Sépulcre et tout le long du chemin de croix. C'est assez étonnant. Et d'autres arguments. Pardon. Alors, en 1988, il a été médiatiquement beaucoup fait état de la datation du carbone 14, disant que cette pièce avait été constituée, ou en tout cas peinte, au Moyen-Âge. Alors, où en sommes-nous de cette datation au carbone 14? Alors, il faut savoir aussi que cette datation de 1988 au carbone 14 fut accompagnée, c'est reconnu, par l'ensemble des scientifiques, de graves et nombreuses anomalies et dysfonctionnements. Le principal a été le non-respect du protocole initial d'analyse. Et ça invalide une expérience. Le non-respect des règles du jeu invalide un coup gagnant. Également, le choix de l'échantillon, contaminé par l'eau qui a éteint l'incendie de 1532. La proximité de l'échantillon d'un rapiècement qui contenait du coton de 1534.
un isolement sans témoin, ça c'est un point important, Oui, qui a été dénoncé par le professeur Lejeune lui-même dans la procédure d'emballage des échantillons, fait que l'aveu même du professeur Ramsay, qui a piloté la datation, il a dit au micro de la BBC qu'elle n'est sans doute pas fiable. Voilà. Voilà ce qui reste. Alors, évidemment, il y a un poids médiatique très important. Oui, dans l'esprit des gens, voilà, c'est un faux du Moyen-Âge. Dès qu'on fait une conférence, un PowerPoint, je ne sais pas quoi, sur le linceul, il y a toujours l'objection carbone 14. Mais il faut bien savoir qu'elle est sans fondement. D'autant plus que tout récemment, des scientifiques italiens, l'équivalent de Normal Sup en France, Sciences, ont réalisé un test de datation par rayon X, le WAX, un terme assez compliqué qui se trouve, vous le trouverez dans le petit livre. Eh bien, premier avantage, on n'arrache pas un échantillon. Deuxième, on peut reproduire cette analyse sur le même échantillon. Eh bien, la conclusion de cette étude au rayon X, 2000 ans. On voit bien qu'il ne reste plus grand-chose de cette question du carbone 14. Alors, d'autant que, excusez-moi, vous avez un argument, vous avez le test 80, et puis tout un dossier très bien ficelé, je veux dire, avec des arguments excellents, ce serait plutôt l'inverse. Ce n'est pas le dossier complet qui est douteux, c'est peut-être ce test, voilà, il y a un problème d'épistémologie. Voilà. Alors, que voit-on sur ce linceul? Qu'est-ce qui est représenté et que peut-on dire de la personne représentée? Alors, sur le linceul tel qu'il est à Turin, nous y voyons l'image ventrale, dorsale, au trait plutôt imprécis, d'un homme qui a subi un supplice, vraisemblablement une crucifixion. Et c'est la fameuse photo de Secondo Pia, le 22 mai 1898, qui va déclencher toutes les analyses scientifiques du reste, va révéler que cette image de l'original du linceul de Turin est comme un négatif. Donc, le négatif de la photo de M. Pia est un positif. Et on voit, de façon saisissante, tout le déroulement de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La flagellation, de façon très précise, le nombre de coups, la façon dont il a été frappé, avec quel type de fouet. On voit le couronnement d'épines, le portement de la croix, c'est une plaie au niveau des épaules, la crucifixion, les pieds, les mains, le coup de lance porté au cœur de Jésus-Christ, bref, tel que tout cela est décrit dans les évangiles. Il y a une petite statistique qui a été faite qui a démontré qu'il faut, sur 12 milliards de crucifixions, un certain nombre, une seule correspondrait à celle de Jésus-Christ qui réunissent ces circonstances. Voilà, c'est précis. Alors, comment expliquer l'impression de cette image? Alors, c'est là que se situe en vérité, effectivement, la véritable énigme du linceul. C'est pas son âge de 1000 ans, ni l'identité de la personne qui l'a enveloppé. La véritable énigme, le mystère, c'est la façon dont ce corps a été imprimé. Il semble s'être comme volatilisé, voilà, désolidarisé du linceul sans laisser la moindre trace, comme le fait au contraire, vous savez bien, une blessure collée à un pansement. Voilà. Les contours des plaies sont nets, parfaitement définis, il n'y a pas d'arrachement. Oui. Aussi bien, et cela est étonnant, du côté ventral que dorsal, lequel recevait tout le poids, n'est-ce pas, du corps. Eh bien, c'est en voyant ce linceul comme affaissé, vous avez le linceul avec le corps, et puis il s'est affaissé, que Jean, en entrant dans le tombeau, c'est dans l'Évangile, vit et crut. Il n'a pas été plié, mis de côté, je ne sais pas. Non. Il est resté à sa place, le corps n'y était plus. En outre, et cela est une caractéristique très importante, c'est une image en 3 dimensions. L'intensité de l'impression, si vous voulez, dépend de la distance entre chaque partie du corps et le tissu. Eh bien, les projets de l'informatique
permirent de fait, comme l'a fait M. Thierry Castex, plusieurs de ces photos sont reproduites dans ce petit ouvrage, de réaliser, à partir d'une photo du linceul, ce n'est pas un montage, des images tridimensionnelles parfaites du corps et du visage. Et cela est impossible avec une autre image. On ne sait pas comment faire. Il semble que la plus plausible explication de cette impression, c'est l'hypothèse d'un rayonnement puissant provenant du corps lui-même et non pas d'un agent externe. Un pinceau, voilà. Rayonnement puissant serait celui de la résurrection. En tout cas, on en est là aujourd'hui. Il y a une énigme, mais il semble bien que ce rayonnement ne provient pas, l'impression ne provient pas d'un agent externe, c'est le point important, mais du corps lui-même. Et comment ne pas souligner enfin la beauté de ce visage? Ce n'est pas un condamné de droit commun. Il y a tout de même, tout le monde le reconnaît. Il y a une mystérieuse beauté, une paix, une miséricorde, une douceur, une force dans ce visage qui convient si bien à Jésus-Christ. Voilà. Plus qu'une image, disait Claudel, une présence. Oh, ça, c'est dernier point. Oui, monsieur. Les points communs, convergence, divergence, avec la tunique d'Argenteuil et le suaire d'Oviedo. Alors, il y a surtout une étonnante convergence. Le type de tissage est le même. Donc, datation identique, provenance identique. 7 pollens sont communs en 3 reliques, dont 2 ne provenant que de Jérusalem. Voilà. Alors, ce sera le mot de la fin. Je renvoie donc nos téléspectateurs donc à cet ouvrage de 70 pages, de taille modeste, Le linceul de Turin, enquête sur une énigme, donc de l'abbé Bertrand Labouche, aux éditions Géorama. Le plan est très clair, c'est très bien écrit, c'est très concret, et puis c'est abondamment illustré. Voilà, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages sur le sujet. Je crois que c'est vraiment une synthèse accessible à tout le monde, et j'espère que nombreux parmi vous en feront leur miel. Merci, monsieur l'abbé. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Bonjour Joseph Touvenel. Bonjour Jean-Pierre, bonjour. Donc nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de la sortie du numéro 6 d'une publication dont vous êtes le rédacteur en chef, Capital social, à quoi bon travailler, et qui porte comme devise, entre autres, ni finance folle, ni lutte des classes, l'humain. Alors est-ce que vous pouvez nous expliciter ça un peu? Ah oui, c'est simple. Avec quelques-uns... On a vu que dans les revues spécialisées en matière économique et sociale, vous avez en fait 2 grands types de revues. Vous avez celles qui nous disent le capital c'est mal, c'est le capital ça vous exploite, le capital il en faut pas, c'est le danger, il faut le combattre. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui se mettent à genoux devant le veau d'or en disant le fric, le pognon, c'est l'idéal. Et nous pensons que non, que le capital c'est une ressource importante. Tout le monde a besoin de ressources et je souhaite à tout le monde d'en avoir un maximum. Mais que la question, elle est double, c'est que fais-je de ma ressource? Est-ce qu'elle sert au bien commun ou est-ce qu'elle est destructrice pour la société? Et puis, question subsidiaire, comment j'ai eu cette ressource? Est-ce que c'est par mon travail? Est-ce que c'est parce que j'ai hérité, ce qui n'est pas un gros mot, ce qui est plutôt bien? Ou est-ce que c'est parce que j'ai exploité les petits-enfants à l'autre bout de la planète? Et donc, notre ligne, elle est là, en fait. En gros, c'est la ligne chrétienne sociale. Voilà. Ni matérialisme idiot, ni marxisme effréné. Alors, quels sont les objectifs de cette publication? Eh bien, on a la chance d'avoir des réseaux. Je suis l'ancien vice-président de la CFTC, donc j'ai des réseaux syndicaux. Et voilà que c'est un univers qui a peu accès à ce type de revue qui présente la doctrine sociale de l'Église. Les délégués syndicaux, les sur le terrain, ils ne sont pas contre. Ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas parce que peu de monde en parle. Je ne sais pas si vous êtes penché sur la question de savoir comment, par exemple, dans les séminaires où on enseignait la doctrine sociale de l'Église, la réponse est assez rapide, c'est pas fait. Et pourtant, il me paraît que c'est un point central parce que cette doctrine, elle recouvre l'ensemble du fonctionnement humain, du respect de la vie à la naissance, jusqu'à la mort naturelle, avec toutes les phases. Et donc, dans ces phases, il y a évidemment
les phases de vie professionnelle, de travail. Et le dernier dossier que nous avons fait avec... on a publié les travaux de l'AES. L'AES, c'est une académie peu connue, mais qui a fêté son centenaire et qui, à cette occasion, a fait tout un colloque sur le travail. Et le travail est totalement ignoré. Le travail, pour beaucoup dans notre pays et dans d'autres, c'est juste j'apporte ma force physique ou intellectuelle et en contrepartie, j'ai une rémunération. Ils ont tout faux. Travailler, c'est participer à une œuvre, c'est participer au bien commun. Par mon travail, je me réalise. Par mon travail, je suis utile à la société. Donc ça dépasse bien le point de vue financier qui est important. Les paysans nous le disent aujourd'hui. Si j'estime que le travail a une valeur, alors il a un prix. Et cette doctrine sociale de l'Église, elle n'est pas nouvelle. Certains nous disent, oui, c'est le 19e siècle, l'encyclique Rerum Novarum, ce qui n'est pas forcément faux, mais ce qui n'est pas exact. Ce qui est incomplet. Absolument, puisque par exemple, si je parle du juste salaire, c'est au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin qui a théorisé sur le juste salaire. Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille, et épargner. Est-ce qu'aujourd'hui, chacun peut vivre dignement de son labeur avec sa famille et épargner? Je ne crois pas, on a encore de grands progrès à faire. Alors, chaque numéro de Capital Social, quel en est un petit peu, comme on dit, l'ours, c'est-à-dire quels sont les points de passage et quels sont les sujets qui ont déjà été traités. Alors, vous avez toujours un dossier central. Je mets à part celui sur le travail, ce numéro un peu particulier. Le numéro précédent, c'était sur justement la finance, ni ange ni démon, parce que la finance, c'est ce que nous en faisons, comment on l'utilise. Elle peut être utile ou elle peut être néfaste. Le numéro précédent, c'était sur la France puissance maritime. Parce qu'on ignore trop que la France est aujourd'hui la première surface mondiale quand on prend les possessions maritimes. Il y a encore 2 ans, nous étions derrière les États-Unis, mais comme l'ONU nous a reconnu quelques îlots dans l'océan Indien, première puissance mondiale en surface avec nos possessions maritimes. Mais ça, c'est l'avenir qui est devant nous. Qu'en fait-on? Rien. Et c'est tout le sujet de ce numéro. Et voilà, on a fait un numéro aussi sur la retraite où chacun a pu apprendre, par exemple, qu'en France, il n'y avait pas qu'un système de retraite. Il y avait les systèmes de la fonction publique, structurellement déficitaires, gérés par l'État. Et puis, vous avez un système du privé à 2 niveaux. Le système qu'on connaît le plus, c'est la caisse nationale vieillesse, qui est aujourd'hui non seulement à l'équilibre, mais qui est bénéficiaire. Mais en plus, il y a un système complémentaire obligatoire, géré par les vilains syndicats patronaux et de salariés, qui, depuis sa création, n'a jamais eu un déficit, n'a pas fait un emprunt et a 70 milliards de réserves. Ben peut-être que quand on confie aux partenaires sociaux réellement, avec la capacité de le faire, la gestion de ce qui les concerne, ils gèrent mieux que l'État. Alors, me revient en mémoire sur la France puissance maritime, la formule que vous connaissez sans doute, le trident de Neptune et le sceptre du monde. Absolument. Voilà. Mais c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, l'expression n'est pas nouvelle, bien sûr. On l'a oublié, et qu'en fait-on alors qu'on peut se dire que la richesse maritime, tout le monde voit que dans l'avenir, la surface, c'est important. Nous l'avons, nous n'en faisons rien. Alors c'est un des dossiers, et puis en même temps, on a des grands entretiens. On a eu, à chaque fois, il y a un grand entretien à chaque numéro. On a eu Charlotte Dornelas, par exemple, j'ai vu, passionnante sur le métier de journaliste. Passionnante parce que c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui connaît son métier, c'est quelqu'un d'infiniment honnête, et c'est quelqu'un de courageux. Alors, pouvez-vous revenir un petit peu? Ça m'a particulièrement intéressé sur les sujets liés à cette émission. Dans ce numéro sur À quoi bon travailler, j'ai noté une intervention de Guillaume Cuchet, donc qui est bien connu, sur le rôle du christianisme dans 100 ans d'histoire sociale en France, et également l'intervention de Mathieu Detché-Sahar, perspective pour le christianisme social au XXIe siècle. Alors, je sais que ce sont des sujets qui vous tiennent à cœur. Pouvez-vous en quelques flashs nous dire ce qui vous paraît important dans ces 2 sujets? La première des choses, c'est d'avoir une vérité historique. 100 ans, c'est bien,
Pourquoi 100 ans? Parce que on a connu le 19e siècle avec une exploitation éhontée de la classe ouvrière et des salariés. Ce qu'on sait moins, parce que si je googlise et je fais conquête sociale en France, je m'aperçois que ça commence à la Révolution française. Ce qui est faux, c'est un mensonge éhonté. En fait, ce qui s'est passé en 1791, il y a un brave bourgeois, le citoyen Le Chapelier, qui a fait voter une loi qui a fait disparaître toutes les protections sociales qui existaient. C'est-à-dire que la France sociale, elle existe depuis le christianisme. Elle s'est organisée avec les corporations, qui avaient des inconvénients, mais qui avaient surtout beaucoup d'avantages, puisqu'on ignore, on ne nous dit plus que, par exemple, à Paris, si j'étais charpentier, menuisier, couvreur, j'avais des caisses qui me couvraient en cas d'accident du travail, en cas de décès qui couvraient mes ayants droit. On a même des autorisations spéciales, parce que vous savez, il y a le repos dominical, ce qui pour moi est important, c'est-à-dire l'affirmation d'un jour où la société, la production, la consommation se met en réserve pour permettre la vie personnelle, la vie familiale, la vie associative et la vie spirituelle. Mais tout ça le même jour. Tout ça le même jour. Mais au Moyen-Âge, par exemple, il y avait des autorisations pour les jours de fête ou les dimanches, et certains pouvaient ouvrir, comme ceux qui pouvaient fabriquer des bijoux et les vendre. Donc il y avait une vie aussi le dimanche. Mais quand vous regardez les textes, on leur dit oui, d'accord, vous ouvrez à tour de rôle, mais les bénéfices que vous faites ce jour-là, vous les mettez dans une caisse pour offrir un grand repas pour les pauvres. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais que quand les grandes surfaces ouvrent le dimanche, leurs bénéfices soient consacrés aux pauvres. On a progressé ou on a régressé? Et voilà, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire sociale, c'est de voir que c'est pas ce qu'on nous raconte, qu'on a une réalité, parce que c'est la réalité chrétienne, du socle chrétien, qui est un socle, qui n'est pas parfait, mais son respect de la personne humaine, son respect des corps intermédiaires, fait qu'on a construit une France sociale qui a disparu en 1791, qui a mis près de 150 ans pour se relever et qui n'est pas entièrement relevée aujourd'hui. C'est donc les perspectives aussi pour demain. Et je suis de ceux qui pensent que si on ne s'appuie pas sur cette notion chrétienne sociale, on va dans le mur. Exemple, aujourd'hui, certains nous disent et nous démontrent qu'on peut acheter et vendre un être humain, c'est pas gênant, ça s'appelle la GPA. Je pense notamment à ce responsable d'une grande chaîne de télévision qui se vante dans des ouvrages d'avoir acheté 2 enfants. Eh bien, chez les chrétiens, il y a une ligne rouge. Un être humain n'est pas une marchandise, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, jamais. Et si on ne met pas cette ligne rouge dans la société, alors la société dérive. Alors, elle a 2 façons de dériver. On l'a vu avec les régimes communistes, dans ce matérialisme communiste qui étouffe tout, y compris les hommes, les femmes, et qui va même joyeusement jusqu'à les assassiner. Et puis un autre, qui est peut-être plus dangereux parce que moins visible, c'est l'étouffement du matérialisme qui ne voit dans l'homme qu'un outil de production ou de consommation et qui dénie toute perspective, tout idéal en fait, toute transcendance, et qui fait de nous des machines au service de la production et de la consommation, ce que nous ne sommes pas. C'est ça le message social chrétien, nous sommes bien autre chose, bien meilleur, bien supérieur, parce que nous sommes faits à l'image du Créateur. Alors, comment s'abonner à votre publication ? Il suffit d'aller sur Internet, de taper Capital Social Magazine, et vous pouvez vous abonner ou acheter au numéro en avant. Et on n'est pas loin de l'équilibre, ça fait 1 an et demi qu'on existe. On n'y est pas encore. Si vous pensez que c'est utile et que c'est nécessaire, allez-y, abonnez-vous. Merci beaucoup, cher ami. Voilà, cette émission s'achève. Nous nous retrouverons donc dans 1 semaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.